De nouveau, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième édition des webinars PackMind, troisième édition 2024. Alors, nous organisons chaque 2 semaines des webinars sur trois types de thèmes, des thèmes techniques. Donc, le dernier webinar, par exemple, était sur le sujet des exceptions, la gestion des exceptions. On a une deuxième catégorie, celle d'aujourd'hui, sur des sujets de leadership technique. Et nous avons abordé, par exemple, par le passé, l'onboarding de développeurs juniors. On parlera aujourd'hui de la montée en compétences des équipes et de la transmission de connaissances. Et nous avons un troisième type de webinaire qui sont le plus focalisés sur PackMind, donc la solution, la plateforme. Et donc, voilà, chaque 2 semaines, nous invitons des leaders techniques à partager leur expérience sur ces différents sujets. Alors, afin de faire connaissance avec notre audience. Et avant de démarrer ce webinaire, nous avons un premier petit questionnaire, un premier petit quiz pour vous à propos de votre rôle. Quel est votre rôle aujourd'hui? Êtes-vous développeur, tech lead, engineering lead, engineering manager? Voilà, on va vous laisser 30 secondes pour répondre à la question. Bon, tu m'en veux pas, j'ai répondu aussi, non? Tu peux. Je te laisserai commenter d'ailleurs les résultats puisque je ne les vois pas. Ah, ok. Donc, tout le monde vote vite en tout cas. Ouais, eh bien alors, on va pouvoir arrêter et donc voir les résultats. Et donc, on a 13 sur 17, 14. Est-ce qu'on a les pourcentages? Ouais, on a les pourcentages. Alors, on a 18 participants, il reste 3 votes. On attend encore quelques secondes, je pense. Sachant qu'en plus, on n'a pas de chance, on est célèbre. Hein. Le nombre de participants monte au fur et à mesure qu'on pose des questions. Bref, en tout cas, sur les 15 votes, on a 33% de tech lead, 27% de développeurs, 20% d'engineering manager et 20% qui ne se prononcent pas. On n'a pas de head of engineering aujourd'hui. Très bien. Eh ben, bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Donc, on parlera aujourd'hui du secret des équipes performantes. Et donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour ce webinaire PackMind Christian Finel. Christian qui est tech lead depuis longtemps et qui en connaît tellement les secrets qu'il a développé une formation donc pour les tech leads dont il nous parlera. Pour ma part, donc, je suis Laurent Pi, CEO de PackMind, pour partager en 30 secondes un petit peu plus d'informations sur mon background. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur il y a maintenant plus de 20 ans. Et ensuite, j'ai une carrière principalement d'entrepreneur. J'ai créé 2 sociétés dans le domaine de la qualité logicielle et des DevTools. J'ai travaillé pendant 5 ans, donc c'est 5 dernières années avant de rejoindre PackMind, pour une société qui s'appelle SmartBear, où j'ai développé l'activité test management et BDD, donc d'ailleurs des outils que peut-être certains d'entre vous utilisent et connaissent, Zephyr, Cucumber. J'avais Cucumber dans le portfolio, Cucumber for Jira, Cucumber Studio. Donc, je vous parlerai d'ailleurs un petit peu de performance engineering, de la performance de ces équipes. Te présenter en 1 minute et je te demanderai aussi de partager avec nous, avec notre audience, un petit fun fact sur toi, afin qu'on ne t'oublie pas. Bonjour à tous, donc Christian Finel, je suis, comme a dit Laurent, chez Arola, donc je suis responsable de la formation d'ITech. Qu'est-ce que je fais de beau aussi? Alors, c'est peut-être un peu moins impressionnant que Laurent, mais pour moi, en fait, on va faire fun fact l'expérience en un seul passage. C'est-à-dire que moi, j'ai à la base une spécialité qui est beaucoup axée sur la qualité code, on va dire surtout les systèmes legacy. C'est-à-dire que j'avais coutume de dire au début de ma carrière chez Arola souvent que c'était, on m'envoyait là où personne ne veut aller, sur les systèmes où on me disait oui, voilà, je ne veux plus écrire de test, c'est la fin. En fait, c'est là où j'allais moi, parce que c'est là où il y a le plus en fait de connaissances à récupérer et souvent en fait finalement de règles métier, de business et de valeur, puisque le legacy c'est là où se trouve la valeur. Et bon, d'une chose à l'autre, forcément quand on parle de legacy, on parle de contraintes sur les équipes, de bien-être au travail, parce que ça se tient en fait. D'une chose à l'autre, en fait, on finit par envisager en fait une orientation vers le lead et vers comment améliorer les conditions de vie en fait de ces
ses collègues, en fait, clairement. Très bien. Donc, tu es l'homme en synthèse qui va là où personne ne Voilà. va aller, l'homme des missions impossibles. C'est ça. Super. Bien, écoute, tu nous parleras de ça. Donc, en termes d'agenda, on commencera, je commencerai par introduire la notion de performance. On verra que c'est pas forcément un gros mot. On parlera ensuite de ce qui est pour nous la mère de toutes les batailles. On a eu beaucoup d'échanges préparatoires avec Christian sur le sujet, qui est celle des compétences et de la montée en compétences des développeurs. Christian partagera voilà, son expérience sur la transmission, des bonnes pratiques, la transmission du bon geste, et on terminera ce webinaire par une petite minute, pas plus, de présentation de Pacmind, et on verra comment Pacmind peut justement aider à cette montée en compétences des équipes et à ce partage de la connaissance et de l'expertise. Voilà, alors je le disais en introduction pour l'agenda, la performance n'est pas forcément un gros mot, alors c'est un sujet, pas tant la performance engineering, mais plutôt sur la productivité des développeurs, qui était un sujet très débattu en fin d'année dernière. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'étude de McKinsey sur le sujet, et tout le monde a répondu, y allait de son blog post, y compris Martin Fowler, sur le fait que ça n'a pas vraiment de sens de mesurer la productivité des développeurs par des métriques d'output sur je sais pas, le nombre de features produits, le nombre de pull requests faits, etc., etc. Il fallait plutôt se baser sur l'outcome. En fait, quand on va parler de performance, pour être plus précis de software delivery performance, ce que nous allons entendre dans le cadre de ce webinaire, c'est la performance dans le contexte DORA. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce framework DORA, donc DevOps Research and Assessment. Donc, c'est un projet qui a commencé comme un projet de recherche qui est aujourd'hui financé et supporté par Google. Donc, je vous ai mis le lien, vous l'aurez aussi dans le chat. Donc, un projet de recherche qui a identifié en fait 27 capabilities, 27 capacités. Il y a des capacités techniques, parmi lesquelles, par exemple, on va retrouver test automation, continuous integration, deployment automation, loosely coupled architecture. Donc, voilà, tout un ensemble de choses qui doivent résonner avec vous. On va parler de capacités également en process, notamment sur tout ce qui est Lean, Product Management, sur ce qui est autour de l'observabilité. Et puis, il y a des capacités, donc une troisième catégorie de capabilities parmi ces 27, qui vont toucher plus à la culture, et notamment culture générative, culture apprenante. Donc ça, on en parlera aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 27 capabilities qui ont été définies et dont vous trouverez le détail avec le lien que j'ai partagé, vont être, si vous investissez sur ces 27 capabilities, vous allez améliorer les 4 métriques DORA. Donc celles-là, elles sont assez connues, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui aujourd'hui reportent sur ces métriques. Donc sur les 4 métriques, on en a 2 qui vont mesurer la vélocité, deployment frequency et lead time, et 2 qui vont mesurer plutôt la qualité au travers du change failure rate et puis du time to restore service. Et c'est intéressant d'avoir ces deux, on va dire, de mesurer ces deux axes, pour la simple et bonne raison que c'est des métriques qui sont un peu en tension l'une avec l'autre, et que pour éviter d'optimiser une au détriment de l'autre, c'est bien d'avoir le regard sur les deux rétroviseurs. Et donc, ce qui est pour moi le fondamental dans ce travail qui a été fait, c'est la conclusion, le lien de causalité en fait, qui a été montré entre ces 27 capabilities, le fait que si vous investissez sur ces 27 capabilities, vous allez améliorer ces 4 métriques. Donc, sur l'aspect, vous allez améliorer votre vélocité et votre qualité. Et vous allez, ce faisant, améliorer non seulement la performance engineering, la performance de votre delivery, mais vous allez également améliorer la performance organisationnelle. Et c'est ça qui est clé. En fait, cette étude, ils ont interviewé plus de 36 000 professionnels. Donc, voilà, il y a un ensemble de data extrêmement conséquent, montre que ceux qui sont les plus performants au travers de ces 4 métriques, parce que justement, ils ont investi dans ces capabilities, sont en moyenne des organisations qui ont un chiffre d'affaires en plus forte croissance, avec une meilleure marge,
qui ont relativement des parts de marché plus importantes que leurs concurrents qui performent moins bien au travers de ces métriques. Et on retrouve les mêmes bénéfices organisationnels d'un point de vue de l'équipe. Alors, je sais que Christian, c'est un sujet qui tient aussi beaucoup à cœur sur le bien-être des développeurs, les questions de burn-out, l'innovation d'équipe, la collaboration. Eh bien, les équipes qui performent bien mesurées par ces 4 métriques sont des équipes qui vivent bien. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on entend par la performance et la façon dont on la mesure. Évidemment, il faut le contextualiser à chaque environnement. Donc, c'est pas forcément, déjà, ce ne sont pas les seules métriques à mesurer. En tout cas, moi, dans mes expériences passées, notamment chez Smartbear, j'avais la responsabilité de 6 produits, une équipe engineering d'une centaine de personnes. Je sais qu'on reportait de façon régulière chaque trimestre avec le top management et les Dora Metrics faisaient partie des métriques. Donc, je ne sais pas typiquement là-dessus, Christian, si ce sont toi aussi des métriques que tu utilises dans tes contextes projets. En fait, ces métriques, en fait, c'est ce qu'on s'était dit en préparation finalement. Comme j'ai un axe qui est plutôt orienté sur l'humain, c'est vrai que ces métriques, on voit beaucoup les impacts finalement sur les gens, sur les humains qui sont avec nous. Tout simplement parce que on est dans le contexte projet, on est souvent soumis en fait à la pression. En fait, c'est souvent une pression qui va être mesurée malheureusement souvent par de l'output ou des tickets, par de la feature. Et en fait, forcément, quand c'est difficile de livrer régulièrement, quand on a un lead time au changement qui est énorme, que chaque fois qu'on change quelque chose dans notre produit, ça s'effondre, on augmente cette pression. Du coup, en fait, on a un impact direct en fait sur ces 4 métriques. Finalement, quand on les regarde, elles nous donnent un peu, ça va nous donner en fait une tendance de l'impact, on va dire, de notre organisation sur notre équipe, quoi. Et ça peut être vraiment assez destructeur si on n'y prend pas garde. Donc toujours effectivement bien combiné avec des métriques sur en tout cas des surveys sur le bien-être de l'équipe. Alors, juste pour terminer sur cet aspect performance, dans le cadre de Dora, il y a 4 niveaux qui ont été identifiés, de low, medium, high jusqu'à elite, en fonction de là où on se positionne sur les différentes métriques. Donc, deployment frequency, ça peut aller de on-demand, donc plusieurs fois par jour, jusqu'à 1 fois par mois. Pareil pour le change lead time, de quelques minutes à plusieurs semaines, voire 1 mois. Donc ça, c'est effrayant pour moi, en tout cas. Oui. Et on voit le change failure rate qui augmente aussi. Alors ça, pour moi, c'est on va dire, le premier élément qui est flagrant. C'est que pendant des décennies, on nous expliquait qu'il fallait choisir entre qualité et vélocité. Et ce travail montre qu'en fait, c'est le plus gros mensonge qu'on nous ait dit. La qualité et la vélocité vont ensemble, et que les équipes qui déploient le plus régulièrement des petits changements vont être également les équipes qui auront la meilleure qualité. Et pour revenir sur l'exemple que j'évoquais tout à l'heure d'expérience chez Smartbear, j'avais 2 équipes, alors Cucumber pour Jira et Cucumber Studio, qui déployaient jusqu'à 10 fois par jour en production. Cucumber Studio, on a à peu près 7000 tests exécutés en quelques minutes, alors beaucoup de tests des tests d'intégration, un peu moins de tests end-to-end, donc la pyramide classique. Mais voilà, ça mettait quelques minutes. Et puis à l'autre spectrum, j'avais une équipe produit qui déployait, qui réalisait chaque 2 mois, pardon. Et chaque déploiement était une peine, une angoisse terrible, avec effectivement des gros problèmes de qualité. Donc cette loi, j'ai pu l'observer dans le contexte. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde aujourd'hui sur le marché comment on se positionne, donc ça c'est dans le State of DevOps 2023, comment les équipes se positionnent en moyenne. On a une jolie belle curve avec aux extrémités donc les leads qui vont faire plusieurs fois par jour, déployer plusieurs fois par jour, 18% et 17% sur ceux qui vont être plutôt déploiement mensuel. Et puis entre high et medium, on a le cœur du marché, plus de 60%. Et ça, je pense que ça doit aussi bien résonner avec ce que tu vois passer, Christian. Ah oui, bien sûr. Et puis, en fait, moi, j'aime beaucoup cet indicateur du change failure rate. Alors, bien sûr, attention, cet indicateur est à remettre dans son contexte. On ne va pas commencer à vénérer les chiffres. Mais en fait, le change failure rate, finalement, c'est quoi? C'est un indicateur de peur aussi, quelque part.
pour les développeurs ou pour les équipes. C'est-à-dire que, bien sûr que si vous avez peur de livrer parce que vous avez peur de la régression, bah, vous allez vous mettre à livrer de moins en moins vite. Et donc, bah, mécaniquement, bah, vous allez descendre en fait en termes de performance level. En fait, il ne faut pas oublier un axe aussi important de ce change failure rate, c'est que bon, c'est toujours pareil, c'est dans un bouquin qui s'appelle Accelerate, c'est Speed is achieved by stability. C'est-à-dire que finalement, si on veut être dans les top players, il va falloir forcément investir, comme le disait Laurent, bah, investir dans la qualité, bah, c'est pas un gros mot, parce que finalement, quand on investit dans cette qualité, on va gagner en stabilité. C'est certain qu'un top player qui est capable de livrer plusieurs fois en une journée, il a mis en place les process, on va dire, il a mis son investissement sur la qualité de manière à atteindre ce but. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une fatalité, finalement, le change failure rate. C'est un choix d'investissement, finalement, au niveau du logiciel, quoi. On choisit de capitaliser sur son logiciel pour dire, bah, moi, j'ai une contrainte business qui est livrée régulièrement. On pense à Facebook, on pense à des gens qui consomment plagiat vite. Ah oui, on va mettre, entre guillemets, l'investissement où il faut. Oui, c'est une super remarque. Et dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure sur l'équipe qui réalisait chaque 2 mois, eh bien, aujourd'hui, elle réalise chaque 2 semaines. Donc, il y a eu un grand chemin qui a été parcouru et on a effectivement dû investir sur les personnes. Donc, ça, c'est le but de notre discussion, sur les compétences pour ensuite montrer qu'il y a plein de choses qui étaient possibles, qu'on pouvait faire différemment et donc arriver à un niveau de qualité qui est plus proche du high que ce qu'on avait à l'origine. Alors, je pense que la question, quand on a dit ça, Christian, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on réalise ce facteur TNX, de la même façon qu'on peut avoir dans une équipe de dev entre quelqu'un qui est junior, qui vient d'arriver, et puis le senior qui a la connaissance et l'expertise. On dit souvent il y a un facteur TNX. Il y a ce même facteur TNX au niveau de l'équipe. J'aime bien mesurer, mon unité mesure plutôt l'équipe que l'individu. Sur les 2 exemples que j'évoquais tout à l'heure, voilà, comment est-ce qu'on peut acquérir ce facteur TNX, sachant qu'on est souvent dans des contextes, c'est le cas pour le produit qui performait pas très bien, comme je l'évoquais, on est dans des contextes où on a des user stories qui sont souvent pas très clairs, ils sont pas smart, pas invest, pour ceux qui connaissent les acronymes, des contextes très souvent dans lesquels, pour rebondir sur ce que tu disais Christian, il y a beaucoup de dettes techniques. Donc voilà, on doit faire un marathon et on a de la boue jusqu'aux genoux. Les code reviews sont extrêmement fastidieuses. Et là, il y a une loi qui est à peu près, que j'ai vu respectée dans tous les contextes, c'est que plus les code reviews, moins on déploie fréquemment, plus les code reviews vont être, le code à reviewer, les changes vont être importants. Et plus les changes sont importants, et puis moins il y a de commentaires. Donc c'est effectivement souvent pas très, très efficace. Et puis, pour ne pas mentionner la partie test qui peut être très, très longue. Je parlais des 7000 tests qui étaient exécutés en 15 minutes. Et l'équipe m'a dit, c'est insupportable, c'est une feedback loop qui est beaucoup trop longue. Il faut qu'on pose le crayon, qu'on travaille dessus pour passer à quelques minutes. Et puis, de l'autre côté du spectrum, l'équipe dont je parlais, elle avait un build qui prenait 2 heures, des tests API qui prenaient 10 heures. Puis il y avait du test manuel, donc là, mais c'était pas un problème. Dans le contexte, c'était pas un problème. Donc c'est sûr que voilà, avoir ce facteur TNX dans des contextes comme cela, c'est extrêmement compliqué. Et donc le message qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est de dire que tout ça, c'est des symptômes. C'est des symptômes de quoi? C'est des symptômes de personnes qui n'ont pas eu soit la compétence, soit le temps, l'environnement, pour investir sur la qualité du code. Et donc la compétence, pour nous, les skills, c'est la mère de toutes les batailles. C'est la mère de toutes les batailles sans laquelle rien n'est possible. Si vous vous souvenez, on a parlé de Dora juste avant, 27 capabilities. Pour être capable d'investir sur continuous integration, test automation, sur la partie loosely coupled architecture, si vous voulez faire de la clean archi, etc., ça nécessite des compétences. Et donc, pour reprendre l'exemple de l'équipe qui performait pas très bien, l'équipe produit que j'ai cité tout à l'heure, ils ne savaient pas que c'était possible de faire du déploiement sans downtime quand on faisait des changements de schéma de base de données. Il y avait tout un tas de connaissances qui n'étaient pas là. Et donc, il a fallu travailler sur l'expertise, sur la connaissance, avec du mentoring. Voilà, Christian y reviendra. Mais pour montrer que c'est possible, qu'il y a un chemin, et voilà comment on fait les choses. Et puis derrière, laisser le temps à cette équipe
pour remettre, on va dire, le code, la tête à l'endroit. Donc les skills, c'est la mère de toutes les batailles. Et pour aller un peu plus loin sur le domaine, on voulait partager avec vous une équation qui est, alors on a défini la performance, on va se risquer à définir quelle est la valeur d'une équipe de développement. Ben là aussi, c'est pas un gros mot, et la meilleure définition, en tout cas celle que je préfère, c'est celle qui a été présentée par Régis Medina lors de Flowcon, et donc qui est cette équation value égale quality sur total cost. Et donc par qualité, on entend la qualité qui inclut le scope fonctionnel. Donc est-ce que voilà, j'ai bien délivré le produit qui répond aux besoins intrinsèques du client, qui n'est pas forcément le besoin exprimé, mais qui était son besoin intrinsèque. Est-ce que j'y réponds avec j'ai la qualité d'un point de vue performance, sécurité, enfin voilà, tous les attributs de qualité. Donc ça, c'est le numérateur, et le but de l'équipe de dev, c'est de maximiser ce numérateur. Et en dénumérateur, nous avons le total cost. Donc le coût total, il est composé de quoi? Ben, non seulement du coût du build, hein, donc c'est pas juste développer les fonctionnalités, c'est aussi le coût du run derrière. Donc combien est-ce que coûte ce produit à opérer? Il y a les coûts du support derrière. Donc moins le produit est bien designé, et plus il va coûter cher souvent derrière en termes d'opération, d'AWS, de PWS et autres. Et pareil en termes de support, parce qu'on aura les problèmes de qualité. Donc le job du développeur, hein, le job de l'équipe, c'est de maximiser la qualité et de diminuer le coût. Donc c'est bien de travailler sur ces deux aspects de la valeur de l'équipe. Et devinez quoi? Comment est-ce qu'on maximise la qualité? Eh ben, c'est avec les compétences. Et là, on va souvent voir les équipes extrêmement performantes et compétentes. Elles vont avoir cette intimité avec le problème qu'elles résolvent, le problème du client, qui va permettre d'ailleurs d'avoir les bonnes discussions avec le product owner, le product manager, de bien se focaliser sur le périmètre produit qu'il va falloir développer, celui qui a vraiment de l'importance, et pas forcément le besoin tel qu'il était exprimé par le client. Donc ça, c'est souvent des trade-offs. Et c'est dans la qualité des trade-offs qu'on fait entre produit et engineering. C'est ça qui vraiment définit le produit au final. Donc, plus l'équipe est expérimentée et mature, et plus elle fera les bons choix, les bons trade-offs. Et pour ce qui est du coût, là, c'est assez évident. Hein, plus le produit va être bien conçu, si vous avez du clean code, derrière, il va être avec un bon design. Les coûts d'opération vont être extrêmement bas. Et puis, les coûts de support sont aussi extrêmement bas. Donc, les compétences, on le voit, sont là aussi ce qui va permettre de maximiser la valeur de l'équipe. Et ça permet de raisonner ça résonne avec le fait que les skills, c'est la mère de toutes les batailles. Est-ce que cette équation est aussi quelque chose que tu as utilisé ou qui résonne avec tes différents contextes, Christian? Alors, que j'ai utilisé, non. Mais en fait, on peut, pour faire un rapprochement très rapide, toujours un peu du point de vue de l'humain, c'est finalement ce total cost qu'on voit. Si on se rapproche de ce qu'on a dit tout à l'heure avec le change failure rate, finalement, quand ça devient très compliqué de faire des changements, finalement, la peur vient s'inviter. Forcément, les changements, on va être beaucoup plus circonspect pour amener un changement. Et ce faisant, forcément, vous allez prendre plus de temps. Forcément, vous allez facturer / être payé / peut-être même dépenser beaucoup plus d'argent dans votre infra parce que vous allez vouloir tout un tas de mécanismes, peut-être des infras un peu compliqués. Du coup, vous allez maximiser les coûts. Et donc, fatalement, ces mécaniques, en fait, vont forcément diminuer, entre guillemets, la valeur. Ouais. C'est mécanique chez mécanique. On ne peut pas l'éviter là-dessus. La valeur pour l'entreprise. Et donc, ça m'amène à ce dernier slide. Après, Christian, je te passerai la parole. It's all about building a learning culture. Donc, quand on a dit que les skills étaient la mère de toutes les batailles, comment est-ce qu'on crée un environnement safe, dans lequel les personnes vont pouvoir apprendre, quels sont les différents mécanismes qu'on peut mettre en place, les différentes stratégies et tactiques pour aider l'équipe à monter en compétences. C'est ça les sujets clés pour moi des leaders techniques. Et encore une fois, c'est basé sur des travaux de recherche et sur la science. Donc, je conclus cette partie avec de nouveau Dora, mais qui montre que pour les entreprises, les organisations qui ont investi
sur cette culture apprenante, sur une culture apprenante. Ce sont des organisations qui, derrière, vont améliorer la fréquence de déploiement, réduire le lead time, le time to restore service et puis le change failure rate. Donc, globalement, vous allez améliorer vos 4 métriques qui mesurent la performance en construisant une organisation qui soit une organisation apprenante. Et donc là aussi, ça permet de reboucler avec le fait que l'apprentissage, apprendre le bon geste, c'est effectivement la mère de toutes les batailles. Alors, avant d'enchaîner sur la section suivante, on a une petite question également pour vous. Donc, parlant de montée en compétences et de transfert ou de partage de connaissances, quels sont les leviers que vous utilisez, vous, aujourd'hui, dans votre contexte pour apprendre, pour transmettre cette connaissance? Donc là aussi, on va vous laisser une petite vingtaine de secondes pour répondre. A priori, vous êtes très rapide pour répondre à la question. Et puis, Christian pourra partager ensuite les résultats et les pourcentages. Oui. C'est en train de monter, effectivement, 12 votes. Alors sur le haut, il n'y a pas de piège, on ne va pas noter les gens après sur les vecteurs on va dire. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est vous allez voir, après on va vous emmener quelque part. C'est l'idée en fait. Là, on est à 17 votes sur 23, 18, 9, ah oui, tout le monde participe, c'est bon. 20. Allez. Il reste 3 votes. On peut... Alors, on a 26% de code review, 24% pair mob programming, donc c'est bien quand même, on a un public qui échange énormément autour du code et en live. De la formation à 15%, des conférences 10%, les wikis 8%, des livres 8%, et des katas 7%. Donc, code review, effectivement, et pair et mob, qui sont les principaux vecteurs. On a un bon public. Oui, tout à fait. Excellent. Très bien. Merci pour vos réponses. Et je souhaitais simplement conclure cette partie en vous disant que construire cette culture apprenante, avoir le souci de la montée en compétence des équipes, c'est la responsabilité du tech lead. Le tech lead, il a principalement 2 missions. On regarde souvent celle du delivery, de la qualité du code, ça c'en est une. Mais le plus grand levier, en fait, qui est celui du tech lead, c'est celui de la montée en compétence, pour transmettre ce facteur TEDx. Et donc, effectivement, ce que vous avez identifié, le pair, le mob et puis les code reviews sont effectivement de bons vecteurs pour cette montée en compétence. Alors, Christian, dis-nous un peu plus sur le partage de la connaissance. Alors, le partage de la connaissance, en fait, finalement, c'est quoi? Finalement, c'est passer de l'information à un autre humain. On va réduire ça à quelque chose d'assez basique, finalement. Et en fait, finalement, apprendre, c'est quoi? C'est quoi vraiment le problème? C'est un problème de com. Sachant qu'en plus, dans l'apprentissage, on a 2 grandes familles de compétences, de savoir. On a les compétences qui sont explicites, et les compétences, le savoir qui est tacite. Si tu peux avancer. Alors, en quoi ça consiste? En fait, tout ce qui est lecture, en fait, de support, on va dire, dit froid, comme lire des livres, des wikis, je peux peut-être mettre les conférences là-dedans, mais du moins, c'est quelque chose qui vous est apporté, entre guillemets, sur un plateau rédigé de manière statique. Ça va être essentiellement de la connaissance explicite. Vous prenez un bouquin de Ken Beck sur Test Driven Development, ça reste une compétence explicite. C'est quelque chose, voilà. Voilà comment lui aborde le sujet. Il a écrit un livre et il essaie de vous passer ce que lui a vu. Mais vous n'allez pas voir comment il a fait. Vous allez juste avoir le résultat, entre guillemets. Il va essayer de vous expliquer étape par étape, mais ça reste un support assez mort. Par contre, effectivement, une fois que vous avez lu ce livre, vient la deuxième étape. C'est-à-dire que c'est bien de lire des livres, mais après, il faut mettre en pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez passer du temps à pratiquer à partir de vos lectures, à partir de vos conférences, à partir de ce que vous allez absorber d'un support, on va dire, statique, vous allez commencer à acquérir de l'expérience, de la connaissance tacite. C'est en fait une transformation. En gros, je pratique, donc j'apprends le bon geste. Et le bon geste, c'est tacite. Même si vous lisez Ken Beck, vous n'êtes pas Ken Beck. C'est moche, mais c'est comme ça.
L'autre élément important, et c'est pour ça qu'en fait, quand je vois le sondage, je trouve que c'est vraiment bien, on a vraiment un très très bon public, hein. On voit Code Review et Pair et Mode Programming qui arrivent quasiment tous les deux en premier. Mais en fait, ça c'est super important parce que vous allez, ce qui ressort du sondage finalement, c'est que c'est des moments d'échange dont vous retirez le plus. C'est de ça dont vous allez capter le plus d'informations et le plus de gestes finalement dans comment dire, dans le travail au quotidien en fait. C'est en voyant faire, en se disant, des fois ça peut être je vois faire. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans le côté je vois faire. Donc, ah là là, j'ai un senior développeur qui est absolument génial et je le vois faire et c'est trop bien. Non. En fait, l'idée, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est l'échange. C'est-à-dire, ça peut être échangé autour de ah, c'est super bien ce que tu as fait là et j'adore ce pattern, c'est vraiment bien et tout le monde est content. Ou attends, j'ai pas compris, ou alors là, ça se passe bien, ou alors regarde, mince, mon code finalement, les retours que j'ai sont pas top, mais du coup, à chaque fois, c'est une histoire d'apprentissage, en fait, finalement. Toujours pareil, cette learning culture qu'on essaie de faire arriver. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ce qui est remonté du sondage, c'est que dans les deux cas, on est plus sur du tacite, hein, et quand on va regarder les cycles de partage à l'échelle, notamment, on est souvent vers le cycle de vie, c'est j'ai du tacite, je l'explicite, et cet explicite, quand il est consommé, ce que tu disais tout à l'heure, est pratiqué, il redevient tacite chez celui qui a reçu l'information, la connaissance et l'expertise, le bon geste. Donc, on a ce cycle de vie tacite, explicite, tacite. Et quand on regarde au niveau d'une équipe, souvent, si l'équipe vit bien avec ses pratiques de pair, de mob et le code review, effectivement, on arrive à avoir une bonne diffusion des bonnes pratiques au sein de l'équipe. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on commence à avoir 20, 30. On voit souvent 30, c'est un peu le chiffre dans lequel on voit de nouveaux problèmes émerger qui sont comment est-ce que je partage ces pratiques, je fais circuler la connaissance et je pratique cette montée en compétences uniforme à l'échelle d'une organisation qui fait pas 30, mais 50, 100 ou plusieurs centaines de développeurs. Et c'est là que l'explicitation devient importante. Il y a un passage par l'explicite. Oui, tout à fait. Après, partant de là, finalement, il y a une autre question qui arrive en fait dans cette histoire d'être bon ou d'être un excellent développeur. Finalement, c'est qu'est-ce qui fait c'est comme le bon et le mauvais chasseur, si je peux me permettre cette comparaison, mais c'est vraiment qu'est-ce qui fait un bon développeur en fait. Alors après, moi, j'ai pas de définition absolue, mais il y en a une que j'aime bien et qui est tirée d'un sport que j'ai pratiqué, qui est la lutte. C'est en fait avoir the perfect move at the perfect time. Finalement, c'est ça être un bon développeur. C'est, je suis dans une situation, j'observe par exemple une très grande complexité au niveau de mes tests unitaires, je vais avoir le réflexe de me dire, attends, là, j'ai sûrement un problème de design. Pourquoi? Parce que mes tests sont compliqués à écrire. Et après, je vais avoir aussi, en tant que développeur, le courage de dire, d'aller voir les autres et de dire, attends, là, il faut qu'on simplifie cette archi parce qu'on est mal, en fait. Et si on continue dans cette direction, finalement, on va se retrouver coincé, quoi. Donc, finalement, si tu peux m'avancer dans le slide. Merci. Cool. Je te fais des signes, mais parce qu'on a la chance d'être en live tous les deux, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, finalement, quand on regarde ça, on va reboucler un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, un bon développeur, c'est quoi? Quand on est à l'aise dans ce qu'on fait, on a une bonne part d'explicite qu'on a lu, ce qu'on a capté sur des supports statistiques. Mais on a aussi les expériences terrain, ça on ne peut pas y couper finalement. Quand on est très expérimenté, forcément on a vu beaucoup de use cases, donc forcément on a appris. Pareil, derrière il y a aussi la pratique. Et ça, la pratique, c'est un combat que je mène énormément en mission, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui me disent je comprends pas, j'ai des équipes, ouais les gars, on a mis des gars ensemble, on les a recrutés, après il fallait livrer, il fallait que ça aille vite, mais finalement là on se retrouve avec le même problème qu'avant. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que finalement, le seul champ de pratique qu'ils avaient, ces gens-là, c'était de la prod. C'est-à-dire quelque chose de très timé. On leur a demandé de relever de nouveaux challenges, mais à aucun moment on est rentré dans l'idée de créer cette fameuse culture de l'apprentissage. Et en fait, ce faisant, on n'aura jamais créé d'espace où ils pouvaient pratiquer. Et je vous donne un exemple tout simple, c'est les équipes où on nous dit, par exemple, chez Roland, on en a beaucoup, c'est le TDD, c'est que du greenfield, on ne peut jamais le pratiquer. Mais en fait, c'est là où on commence à avoir justement une bonne lumière qui s'allume en disant, finalement, si je réserve pas un peu de temps, et encore une fois, j'enfonce sûrement des portes ouvertes, mais
un peu de temps pour que les gens puissent pratiquer, s'entraîner. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir 5 heures par jour, hein. Ça peut être 1 ou 2 heures par semaine, ça suffit amplement pour s'entraîner en équipe autour de kata. En fait, on ne va pas développer de nouvelles compétences. C'est cohérent. Enfin, je veux dire, pas d'espace pour apprendre, pas de nouvelles, pas de capacité, il n'y a pas de raison que ça s'arrange, en fait, finalement, parce qu'on ne peut pas apprendre. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe, finalement, si on laisse que l'explicite et qu'on enlève tout le tacite, bah, finalement, on n'est plus capable de faire ce perfect move, ou du moins, en fait, les développeurs ne sont pas capables d'apprendre ce perfect move au perfect time. Si on peut faire ce joli, cette jolie phrase horrible en franglais, bah, ça ne peut pas fonctionner, en fait, finalement. Et finalement, si j'avais un petit conseil ou un takeaway que vous pourriez prendre de ce talk, c'est que finalement, regardez, essayez de changer de regard sur le code et voyez-le comme un sport. C'est-à-dire que la personne qui effectue cette prise là, sur cette photo, ou si vous prenez même de manière, vous pouvez le voir partout, vous pouvez regarder Rafael Nadal ou même les grands champions, en fait, voyez le code comme un sport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez entraîné sur les pratiques où vous pratiquerez, forcément vous deviendrez meilleur. Vous avez besoin d'entraînement, en fait, finalement. Et pour vous entraîner, bah, vous avez besoin d'un coach. Et c'est là où, justement, vous avez besoin d'un bon coach, déjà, qui peut vous apprendre des choses. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, si vous désirez infuser des bonnes pratiques, comme l'a dit Laurent, c'est-à-dire du clean code, de l'archi-découpé, il faut mettre les bonnes personnes. C'est sûr. Il vous faut un coach qui connaisse les bonnes pratiques et qui ait, entre guillemets, des bonnes prises à vous apprendre. Et le problème là-dedans, c'est qu'aussi, c'est un rôle qui est choix au tech lead. Et en plus, le rôle du tech lead, finalement, enfin, le temps du tech lead déjà est assez réduit. C'est un temps qui est contraint, parce qu'on nous demande plein de choses. Il faut savoir qu'au-delà de l'idée de transmettre des connaissances, on a aussi un rôle de protection autour de l'équipe. C'est-à-dire qu'on va venir, un peu comme un gardien de but, essayer d'intercepter en fait les différents impediments qui pourraient bloquer la progression de l'équipe sur un sprint, sur un projet, anticiper les demandes. C'est un peu notre boulot de faire ça. Et du coup, et le problème, que cette charge est tellement élevée que la contrainte, c'est que finalement, tout ce savoir tacite qui est dans la tête du lead, on a du mal à le récupérer, quoi. Et d'autre part, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est qu'en fait, cette connaissance, entre guillemets, dans la résolution technique des problèmes, et c'est un peu le takeaway que je voulais partager avec vous, c'est que finalement, le lead, souvent, a une connotation d'expert technique, de personne qui va apporter sa compétence et sa connaissance, qui a des grosses, qui est considéré comme étant très affûté techniquement, on va dire plutôt. Et du coup, il va avoir tendance à être considéré comme un peu le Jésus du code qui va résoudre tous les problèmes. Et en fait, pour moi, c'est un anti-pattern du lead. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur techniquement, être le plus affûté, connaître sur le bout des doigts la solution. C'est très très bien. Mais en fait, le problème, c'est que votre équipe, elle, si vous ne lui expliquez pas comment vous raisonnez, comment vous amenez tel ou tel pattern, comment est-ce que vous avez diagnostiqué tel ou tel problème dans l'infrastructure, en fait, elle ne va jamais apprendre finalement à résoudre les problèmes par elle-même. En fait, vous ne transmettez rien. Ça veut dire que vous manquez en fait une part de votre rôle de leader qui est d'amener les gens plus loin. Sachant qu'en plus, moi, il y a une métrique importante dans le boulot, ma vision de mon travail, c'est qu'en fait, je considère que si je lead une équipe, je veux que l'employabilité des gens soit améliorée à la fin de mon intervention. C'est un peu ma métrique. La dernière mission que j'ai eue, j'ai un collègue qui est venu me voir juste au moment où je sortais du bâtiment, qui m'a dit, écoute, je voulais te dire, j'ai passé 3 ans top et je sais que je sens que sur ces 3 ans, je repars avec plus que ce que j'avais quand je suis arrivé. Je sais que j'ai progressé. Et ça, c'est un peu la métrique en fait du guide. C'est-à-dire créer cette culture, on va dire, d'apprentissage, avoir cette capacité à passer de la connaissance, à passer du tacite, de manière à ce que les gens grandissent. Parce que c'est là, justement, il y a ce fameux facteur TLX où en fait, on transmet finalement tout ce qui a fait toute notre expérience. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis. Alors déjà, maintenant, sachant que tu fais de la lutte, je ne viendrai pas te chercher. Non, non. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis et ça m'évoque deux choses. Le premier, c'est la perfection du geste. Donc, alors moi, il se trouve que je suis normalement basé à Boston, que je fais pas un webinaire avec Christian. Et je vais voir assez souvent les Celtics au basket et on a un des deux meilleurs joueurs du monde, Tatum. Il a beau être un des deux meilleurs joueurs du monde. Quand il s'échauffe, je le vois, il fait 300 fois, il tire au moins 300 fois des paniers et il a son coach qui le guide tout le temps sur le geste. Donc, cette répétition du geste, je crois que tu m'avais aussi parlé de ton expérience de tennis. Oui, 700 fois la frappe. 700 fois la frappe, cette perfection du geste, elle est voilà, importante pour la maîtriser et puis derrière être capable de la transmettre. C'est pour dire que même quand on est un champion, eh bien, on travaille encore avec un coach ou un guide pour avoir ce miroir et continuer à perfectionner son geste. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, souvent, quand on va voir un bon développeur, on va le promouvoir en engineering manager ou en tech lead. Mais en oubliant une chose fondamentale, c'est que la mission, elle change complètement. Elle n'est pas tellement d'aller éteindre les incendies, elle est d'aider l'équipe à éteindre l'incendie, voire même demain aider l'équipe à ce qu'il n'y ait plus d'incendie. Et c'est un mindset qui est complètement différent. Donc, c'est vrai que je pense que c'est basé sur cette expérience et cette prise de conscience que tu en es arrivé, et Charola, vous en êtes arrivé à mettre en place cette formation Tech Lead pour justement travailler sur cette transmission de connaissances et cette culture de travail du geste et de transmission du geste. Donc, ce que tu dis nous parle énormément. Et oui, pour terminer là-dessus, j'ai un peu spoil ce slide, mais finalement, la transmission, être capable de transmettre justement ce savoir tacite, finalement, c'est ça le TNX factor de l'équipe. Et en fait, le lead tech, par la création de cette culture de l'apprentissage, en fait, c'est lui qui va devenir, entre guillemets, alors, je sais pas trop comment on pourrait traduire enabler en français, un activateur, peut-être un catalyseur, en fait, de ça, en fait. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes lead et que vous êtes reconnu un peu dans le Jésus du code, à peut-être considérer les choses un peu différemment sur cet aspect et peut-être se poser la question de comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir les gens avec qui je travaille, avec que je lead, en fait, qui sont capables, en fait, d'avoir les réflexes que j'ai. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir une grosse différence, ça veut dire que vous aurez peut-être moins de charge mentale aussi, en tant que Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a effectivement un public assez averti. Et donc, pour conclure sur cette présentation, on parlait tout à l'heure de vos deux vecteurs principaux, que sont la revue de code et puis le pair ou le mob. Donc, la revue de code, c'est très bien, mais c'est du one-one, quand on pense au type de feedback que l'on fait. One-one asynchrone. Et puis, quand on fait du pair ou du mob, eh bien, ça va être du one-to-many. Le many, il va être de 2 si on fait du pair à 5, 6, 7 en fonction de la taille de votre équipe. Et là, on va rester pour le coup dans du tacite. Et la question qu'on posait tout à l'heure, c'est qu'à une certaine échelle, quand vous allez être, voilà, je sais pas, 40, 50, plusieurs centaines de développeurs, eh bien, comment est-ce qu'on transmet ce facteur TNX, capitalise sur l'expérience des meilleurs qui sont diffusés dans différentes équipes, à l'ensemble de l'organisation. Et là, on doit passer par une phase d'explicitation. Donc, comment je transforme le tacite en explicite pour qu'on puisse ensuite, il puisse être consommé et redevenir savoir, expertise et tacite au sein de chacun des individus. Et ça, c'est la mission de PacMind. Je l'ai dit, je vous ferai une rapide présentation en 1 minute. Donc, avec PacMind, en fait, vous allez pouvoir, les développeurs, les tech leads vont pouvoir justement capturer ce geste. Quel est le bon revers ou le bon lancer à 3 points. Donc, ils vont pouvoir le faire dans le cadre de l'IDE ou des outils de code review. Et donc, par exemple, vous voyez un mauvais pattern de code que vous allez refactorer, sur lequel vous allez apporter une correction. Ça, grâce au plugin PacMind, vous allez pouvoir le capturer dans l'IDE et l'ajouter au sujet des discussions que vous allez avoir on appelle ça practice review. Donc, c'est une revue de pratique qui va être faite comme le rétrospective chaque semaine ou chaque 2 semaines dans les équipes. Donc, on va ajouter l'ensemble de ces
practice pour être reviewé. Ça, c'est le temps 2. Chaque semaine, chaque 2 semaines, l'équipe se réunit et va pouvoir valider ces pratiques. Donc, elles vont être discutées. Il y aura un vrai débat sur est-ce que, oui ou non, on fait ce choix technique. Et d'ailleurs, parfois, il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a juste plusieurs voies possibles. Par contre, il faut faire un choix. La mauvaise solution, c'est de ne pas faire de choix. Et donc, Pacmind va aussi aider l'équipe à faire ce choix et à capturer cette décision. C'est un peu l'outil disagree and commit du management. On dit souvent, à un moment donné, on n'a qu'une stratégie, on ne peut pas en avoir 3. Et donc, il faut avoir un vrai débat. Le practice review est là pour ça. On a un vrai débat entre tech lead. Et une fois qu'on a fait un choix, eh bien, on s'y tient. Donc, dans tel contexte, on doit, je ne sais pas, tester de telle façon. On utilise des mocks, pas des stubs, typiquement. Eh bien voilà, ça va être recordé. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque, parce qu'il y a un truc moi, que j'aimerais pointer sur Pacmind que j'aime bien et que je trouve sympa justement par rapport à cette histoire de geste, c'est qu'on ne va pas aboutir à avoir juste encore une fois une doc statique qui dit tiens, ça serait bien de faire comme ça. C'est-à-dire que vous avez un artefact de code. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé même en coaching, c'est très pratique parce que ça permet vraiment de laisser. On sait très bien que les développeurs n'aiment pas lire de doc. Par contre, lire du code, on aime bien. Oui. Et du coup, ça permet vraiment de parler, on va dire, directement dans le langage qu'on aime bien déjà et d'avoir des exemples vraiment clairs. Et un exemple, c'est un mieux tout à fait. Un long discours. Exactement. Donc, ça, c'est sur le principe des ADR. Vous allez avoir un titre, une description, des exemples positifs et négatifs de code. Et donc, la troisième étape du process, c'est ensuite de diffuser ces pratiques dans l'IDE. Donc, à partir du moment où on a validé le code de la route, chaque semaine, chaque 2 semaines, et bien, dont l'IA, pour aller identifier les patterns de dans un contexte qu'on connaît, qu'on a discuté ensemble. Et là, c'est des stocks le bon geste, cette expertise, la connaissance de l'équipe, elle va être accessible et actionnable ensuite dans l'IDE et dans les outils de code review de l'ensemble des développeurs. Et ça, c'est important, notamment, alors ce sera le sujet d'un prochain webinaire, mais notamment pour ceux qui commencent à utiliser l'IA et Copilot. C'est effectivement une Formule 1, c'est génial, mais attention, ça demande d'avoir des très bons pilotes parce que sinon, attention aux sorties de route. Ouais. Et les premières études montrent déjà que quand on regarde le code, les repos dans lesquels l'IA a généré du code, on a une dette technique qui augmente fortement, beaucoup de churn de code. On commence à avoir, on ne respecte plus les principes KISS, du legacy, le drive, etc. Du legacy généré. Oui, exactement. Donc, c'est des outils extrêmement intéressants s'ils sont mis dans les mains de personnes qui ont le recul, l'expérience et le savoir-faire pour le guider, faire les bons choix. Et bien, le fait d'avoir formalisé son référentiel de bonnes pratiques permet également d'aider dans ce contexte. Mais comme je l'ai dit, voilà, ce sera le sujet d'un prochain webinaire. Très bien. Donc, pour conclure, what's next? Eh bien, au-delà de ce que vous avez déjà mis pour une partie d'entre vous en place avec les code review et puis le pair et le mob, ça c'est top. Le conseil de Christian, c'était de dire ayez des conversations sur le code, non pas en tant qu'individu, mais en tant que communauté de pratique, en pensant aux gestes, en pensant à la transmission. Et ça peut être cross-équipe, ça peut être fait dans le cadre de communauté de pratique. Encore une fois, si vous êtes une équipe, 7 personnes, fine. Quand vous commencez à être plusieurs équipes, la question de cette transmission du bon geste à l'échelle va vraiment se poser. Donc, en tout cas, voilà, on est, nous, des ressources disponibles pour continuer la conversation avec vous et continuer à échanger sur ces sujets. Christian, on en a parlé, mais vous avez mis en place une formation. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Oui, en fait, la problématique qu'on avait, c'était qu'en fait, c'était cette fameuse transition. Ah tiens, mais t'es un super dev, tu pourrais pas faire de tech. Et là, c'est le drame, parce que je vais pitcher ça rapidement pour vous donner, je pense que s'il y en a qui ont fait cette transition, ils vont se reconnaître, mais jusqu'à présent, vous aviez des tickets que vous passiez à Done pour savoir si vous aviez terminé votre travail. Mais là, surprise, il n'y a plus rien. Non. Les humains, vous n'avez pas un statut to do, une progress done sur les problèmes, sur les humains, ça ne fonctionne pas.
Et du coup, un des axes de cette formation, c'est justement de se dire, bah, OK, je viens d'arriver là, ou alors je suis dedans, je sens qu'il y a des aspects du métier que j'ai pas, ou il y a des choses qui me semblent floues, je sais pas comment aborder même le sujet d'animer une équipe, ça peut être tout simple, mais ne serait-ce que communiquer correctement, bah, ça peut être un problème. Quand on a été habitué à parler à des machines pendant 15 ans, c'est Ouais. compliqué. Et du coup, l'idée de cette formation, elle est née en fait de ce constat. Hmm. Très bien, très, très intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à contacter Christian. Et sur le côté communication, on en parlait tout à l'heure, mais l'idée, c'est quand même de créer un espace qui soit safe pour qu'il y ait des vrais débats et pour avoir, nous, participé à plusieurs, ce qu'on appelle des practice reviews. Alors, avec nos clients, dans le cadre de l'onboarding, on voit parfois des débats extrêmement animés, hein, voilà, enflammés, chacun s'accrochant à ses solutions. Voilà, ça c'est typiquement aussi le savoir-faire, le soft skill d'un tech lead, d'amener l'équipe à prendre une décision. Et encore une fois, il n'y a pas toujours de mauvaises décisions, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si on n'en prend pas, ça c'est une mauvaise décision. Parce que ça veut dire de la dette technique pour demain. Donc il n'y a pas que l'expertise technique qui souvent est acquise, mais c'est plutôt sur effectivement l'animation, les soft skills, la transmission du geste. Donc ça, c'était le red pill. Et puis l'autre option, c'est de dire on continue à Donc, comme on était, en fait, comme on était, tout va bien. tout va bien, livrer tous les 5 mois, ça très bien, finalement. Exactement. C'était mon équipe. Bah non, 2 heures pour faire le build, 10 heures pour exécuter les tests API. Je vois pas le problème. Les développeurs travaillent sur une autre branche de toute façon. Voilà, en effet. Voilà. Donc en tout cas, on espère que ça a été voilà, intéressant et utile pour vous. Comme je le disais, on reste à votre disposition. Donc, merci pour votre temps. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas été voir. J'ai pas fait mon travail. J'avais les yeux sur le chat, mais pour le moment, pas de questions en tout cas. Ah, il y a un chat qui arrive. Ah oui, c'est vrai qu'on a une série de mise en situation. Oui, parce que chez Arola, sur les formations, on aime bien la pratique. Donc, on faisait des katas pour le code, il y a des katas pour les Exactement. conversations. Alors d'ailleurs, ce sera ce sera mi-mars, un code retreat qui est organisé en collaboration d'ailleurs entre PackMind et puis Arola. Donc organisé dans les locaux parisiens d'Arola. Si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à revenir soit vers Christian, soit vers moi. Et là aussi, on va travailler sur le geste, hein, sur le geste et sur la transmission du geste. Donc ce sera une journée sur la formule de la code retreat. Qui sera l'opportunité pour les tech leads ou futurs tech leads de travailler sur ces pratiques. Pour le moment, pas de questions. Pas de questions? Non. Très bien. Bah, écoutez, avant de vous laisser, donc on aura tenu le timing. Ouais. Dernière question pour vous, afin d'avoir du feedback, pour savoir si ce webinaire vous a été utile. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. J'espère que ce fut partagé. Donc, si vous pouvez répondre à la question, et puis bien, merci beaucoup, et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain webinaire PackMind. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Bye bye.